Où en est-on sur les négociations autour de la paix en Ukraine? Notre invité ce matin, c'est Nicolas Tenzer. Bonjour, vous êtes enseignant en géostratégie à Sciences Po. Vous êtes aussi président fondateur du CERAP, c'est le Centre d'études et de réflexion pour l'action politique. Votre dernier livre, Fin de la politique des grandes puissances, est publié aux éditions de l'Observatoire. On a ce plan de paix américain pour mettre fin à la guerre. La seule question aujourd'hui, c'est est-ce que les Russes veulent faire la paix, oui ou non? Non, ils ne veulent pas faire la paix, ils ne voudront jamais faire la paix, et in fine, je vous prends les paris, il n'y aura pas de plan de paix, et j'allais dire heureusement. Pourquoi heureusement? Heureusement parce que le plan tel qu'il est aujourd'hui, c'est un plan russe, c'est un plan inacceptable, c'est un plan qui non seulement soumettrait complètement l'Ukraine, la mettrait à la merci de l'ennemi russe, entraînerait de fait dans les territoires occupés par la Russie la poursuite de toutes les horreurs qu'on connaît, torture, déportation, assassinat, viol de masse, etc. Et in fine, cela menacerait l'Europe. Parce qu'on imagine évidemment les Russes dominant de fait complètement l'Ukraine, l'ayant complètement gelé, assujetti, et après les forces russes qui augmentent, parce que la Russie ne va pas arrêter d'être en économie de guerre, et qui en plus bénéficierait dans le cadre de ce plan d'un allègement, voire d'une suspension des sanctions, regrouperait ses forces, se renforcerait pour attaquer l'Europe. Pourtant les Ukrainiens semble accepter ce plan. Alors vous allez me dire contraint et forcé. Écoutez, soyons prudents à ce stade. On voit le président Zelensky qui a appris maintenant à ménager Trump autant qu'il le peut, qui gagne du temps, qui dit merci monsieur le président, il s'incline, il dit c'est très bien, c'est super. Et concrètement, il y a des petits sujets à négocier, comme il dit, d'après ce que dit la presse. Enfin, on entend quand même des rumeurs assez insistantes. Il y a des petits sujets, il faut discuter ensemble quand même. Les garanties de sécurité et les territoires. Des petits sujets. Et puis concrètement, comme Poutine de toute manière n'en veut pas, et que pour lui, même avoir une armée ukrainienne, c'est pas une idée. Conserver le président Zelensky comme président au lieu d'un président fantoche que voudraient mettre en place les Russes, c'est pas possible. Eh bien concrètement, rien va se faire. Et quand vous voyez tous les signaux, même aujourd'hui envoyés par Moscou, ils ne s'en cachent même pas. Annalisa Capellini. En fait, ce qu'on commence à comprendre, c'est qu'il y a sur ce sujet une vraie proximité entre la Maison-Blanche et le Kremlin. On sait que Steve Witkoff, qui est l'émissaire américain pour ce dossier, a appelé un conseiller de Vladimir Poutine pour lui expliquer en fait comment vendre au président américain un plan de paix. Donc en fait, ce plan de paix a été directement soufflé par les Russes aux Américains. Oui, on a toutes les informations là-dessus. Et sur la conversation à laquelle vous faites allusion, imaginez une seconde, essayez de vous replacer dans un autre contexte, le contexte de la France ou de l'Allemagne ou du Royaume-Uni. Si vous aviez un conseiller du président de la République ou du chancelier allemand, Premier ministre britannique, qui aurait eu ce genre de conversation. Attendez, je vais vous expliquer, vous les Russes, comment essayer de séduire, d'approcher le président Macron, par exemple. Enfin, je veux dire, Trump, il dit c'est ça la négociation. Trump, il dit c'est ça la négociation, c'est faire croire à l'ennemi qu'on avance. Mais sauf que là, la réalité, ce que ça démontre, c'est que Trump d'abord maintient Witkoff, alors que normalement, je vous dis, il devrait être en prison. C'est quand même c'est ce qui s'appelle de la trahison. Mais on lui demande de négocier, c'est normal qu'il parle au parti adverse. Non, mais qu'il parle au parti, mais qu'il dise à la partie adverse, écoutez, je vais vous donner des bons tuyaux pour que votre point de vue soit bien entendu par le président Trump. Là, ça va quand même extrêmement loin. Là, ça veut dire que Witkoff, mais ça, c'est pas une surprise, est complètement du côté des Russes, il est complètement soumis à Moscou. De toute manière, son seul but, c'est de faire des affaires. Il en a déjà fait avec les Russes comme promoteur immobilier. On sait que son fils est le principal conseiller de Donald Trump pour tout ce qui est placement de crypto-monnaies, et que dans les crypto-monnaies, qui sont quand même aussi utilisées largement par un certain nombre de groupes mafieux, eh bien, il y a vraisemblablement des Russes, et d'ailleurs il y a des demandes actuellement aux États-Unis pour que le fils Witkoff, je dirais, dévoile la liste de ses clients en crypto-monnaie. Enfin, je veux dire, on est quand même dans un système ça ressemble à une sorte de pacte de corruption. Trump s'en moque. De toute manière, Trump se moque complètement du sort de l'Ukraine. Il se moque, on le sait très bien, du droit international, du respect des populations, du respect des frontières. Il se moque aussi de la sécurité de l'Europe. Il a dit, c'est aux Européens de s'en occuper. Mais encore une fois, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est que nous, Européens, nous disions très clairement non à ce cadre, à ce plan. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, c'est très bien. Maintenant, il faut aller
accompagner le président Zelensky pour qu'il ait les moyens de résister. Il y a la question des avoirs gelés russes. Là, on a des questions de droit internationaux. On ne veut pas casser notre idée qu'en Europe, quand vous avez des investissements, on vous les garantit, on ne vous les prend pas. Donc on hésite très largement à toucher à ces avoirs. Il y a la Belgique qui a peur de cyberattaques sur Euroclear. Est-ce que pour vous, il faut toucher à ces avoirs ou pas? Alors ma réponse depuis le début est oui. Et je pense que tous les arguments de droit international, je n'ai pas le temps évidemment de faire la démonstration maintenant, ou de prétendue stabilité financière ne valent absolument pas. Maintenant que l'on comprenne les préoccupations du gouvernement belge spécifiquement et d'Euroclear, donc cette société qui gère les avoirs russes en Europe, qui est basée à Bruxelles, ça on peut le comprendre, mais c'est aux Européens aussi d'essayer de dire clairement, enfin plutôt d'apporter à la Belgique et à Euroclear toutes les garanties nécessaires pour qu'ils ne soient pas les premiers en ligne de mire si vous aviez des attaques, des poursuites judiciaires, évidemment avec une sorte de harcèlement judiciaire de la part de la Russie. Ça, bien sûr, il faut leur apporter une réponse. Mais encore une fois, sur le plan juridique et financier, je pense que tous les arguments entendus, ils sont extrêmement faux. Imaginez, l'argument principal dans cette histoire, c'est oui, mais ça ne s'est jamais fait. Non, ça s'est fait déjà. 2, et on est quand même dans un cas d'une guerre totale d'un État contre un autre avec un projet d'annihilation. Donc c'est quand même assez rare. Avec qui ça s'est déjà fait? Ah ben ça s'est fait par le passé, avant la Seconde Guerre mondiale, sur un certain nombre d'États qui ont eu effectivement leurs fonds gelés. Mais encore une fois, il n'y a pas de précédent exactement identique. Vous n'avez pas le cas, si vous voulez. On est sur une sorte de nouveauté. Et deuxièmement, on peut parfaitement expliquer aux États... Il y a 40 000 milliards environ qui sont placés chez Euroclear aujourd'hui. On peut parfaitement expliquer à la Chine, à des pays du Moyen-Orient, des pays qui pourraient craindre. Écoutez... On n'imagine pas que vous fassiez la même chose, que vous ayez envahir un État. On est quand même sur quelque chose, encore une fois, je veux dire, il faut voir la proportion exacte de ce qu'est cette guerre russe contre l'Ukraine, avec l'assassinat de centaines de milliers de civils, l'agression et la volonté de destruction d'un État, des tortures qui sont invraisemblables, des crimes de guerre contre l'humanité et de génocide complètement, encore une fois, démontrés, prouvés par les documents. Donc, on est sur un cas, encore une fois, très particulier. Merci beaucoup Nicolas Tenzer d'être venu ce matin.